pourquoi j'ai pris la décision de me présenter ce soir et de présenter ce webinaire? Ben, parce que je suis un ancien obèse, hein. Et donc, voilà, la stigmatisation de l'obésité, ben, j'ai subi ça aussi dans mon adolescence, dans ma jeune vie d'adulte également, parce que ça fait pas 10 ans que je suis opéré. Et ça a beaucoup de sens pour moi, dans le milieu du travail, dans la famille et autre chose, enfin, tous les milieux où on peut être confronté, où on peut être confronté à l'obésité. Et donc, c'est quelque chose à laquelle je suis particulièrement sensible. Il y a quelque chose d'intéressant aussi à vous dire. Je crois que David Noka vous l'a déjà présenté lors des derniers webinaires. C'est que nous allons avoir les résultats de l'étude épidémiologique de la prévalence de l'obésité d'ici quelques semaines, quelques mois. Et donc, c'est important. On vous les présentera normalement au courant de l'été. Et ça sera intéressant de voir un peu tout ce qui est en train de se passer dans notre société autour de l'obésité. Voilà. Je vous souhaite un bon webinaire. J'espère qu'on sera ben, pour le prochain encore plus nombreux. Je remercie Alina, le docteur Rudy, le docteur Antoine Epin, le docteur Caillé, pardon, ainsi que Marion, qui sont là pour vous présenter ce sujet plus que délicat. Marion, je te laisse la parole et puis à très vite. Merci beaucoup Loïc. Alors juste avant de passer à la thématique de ce soir, je vous fais une brève présentation de la LCO, donc la Ligue nationale contre l'obésité. Donc on est une association de bénévoles, une association avec des associations de patients, des professionnels de santé, des établissements de soins et toute personne en fait qui est concernée directement ou indirectement par le surpoids ou la maladie de l'obésité. Donc on tente de créer du lien, de fédérer une trentaine d'associations de patients sur le national aujourd'hui. Et alors, qui on est? Donc, pour information, la Ligue a mis en place dans les années précédentes, on va dire, une ligne d'écoute. Donc, elle peut répondre à toute personne qui se pose des questions sur son poids ou pour l'un de ses proches, autant sur le versant social, psychologique, juridique. Ça peut être évoqué lors des appels et les appels sont gratuits. On a aussi réalisé l'étude OBEPI 2020 qui ont donné quelques chiffres, d'où les 17% de la population des personnes en situation d'obésité. Donc, ça, c'est notre conseil scientifique qui était chargé de cette étude. Et comme l'a dit Loïc, cette année, on la remet en place, cette étude épidémiologique sur la prévalence de l'obésité. Donc, restez connectés dans les mois qui arrivent, on va avoir de nouveaux chiffres. On a également un organisme de formation où on est certifié Calopi, on réalise des formations de type ETP, prise en charge diététique, sexualité et obésité, c'est la première cette année, et également des sensibilisations à l'obésité. On fait des actions dans les lycées, donc sur le terrain. Donc, si on peut prévenir par le biais aussi de nos associations adhérentes, on le fait. Ou par les professionnels, on peut aller aussi dans les lycées. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait nous à la LCO. On a aussi trois conseils. Le conseil scientifique dont je vous ai parlé sur le côté de l'étude épidémiologique, mais on a aussi le conseil de patients qui a travaillé récemment sur une trame de qu'est-ce que l'obésité. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. C'est très intéressant et vous aurez les causes, les conséquences de l'obésité et qu'est-ce que c'est réellement. Ils ont travaillé dessus l'année dernière, donc du coup, n'hésitez pas à aller chercher cette information-là. Et nous avons aussi maintenant le conseil opérationnel où de futurs projets vont notamment arriver. Donc voilà pour un petit peu ce qui est de la Ligue. Après, si vous avez besoin, là, vu que c'était là, quand même la journée mondiale de l'obésité ces derniers jours, on a des ressources sur nos différents sites, donc soit sur le site de la Ligue contre l'obésité, soit sur notre site dédié journée mondiale contre l'obésité.com, où là, vous pouvez aller chercher des fiches d'information. Vous pouvez aussi trouver des chiffres et pas mal de choses sur la maladie de l'obésité. Donc, si vous avez besoin de ressources graphiques, n'hésitez pas. Et pour terminer, voilà, si vous souhaitez nous soutenir avec les projets qui arrivent cette année, n'hésitez pas à adhérer à la LCO. Là, on a 15% déduit sur toutes nos associations, sur toutes nos adhésions, pardon, jusqu'au 17 mars. Et après, vous pouvez toujours réaliser des dons parce qu'effectivement, on est une association à but non lucratif et c'est grâce aux dons qu'on peut faire des actions comme celles qu'on mène tous les jours. Donc voilà, c'est fini pour le côté LCO. Je range mon diapo. Maintenant, je vais laisser la parole au docteur Antoine Epin, docteur Eddy Caillé et Alina Constantin, qui est présidente de notre conseil de patients, pour la thématique de ce soir qui est stigmatisation et obésité. Juste pour remettre le cadre et pour qu'on puisse vraiment bien échanger ensemble. Ce soir, quand vous avez des questions à poser, en bas, vous pouvez voir dans un onglet Q&R, donc questions-réponses. Là, vous pouvez poser toutes vos questions et on tâchera de répondre à toutes les questions que vous allez poser. À côté, vous avez normalement le chat. Et là, peut-être qu'il va arriver dans le webinaire des questions où on essaiera d'avoir vos ressentis
et vous pourrez vous exprimer. Donc là, on passera plus par le chat. Donc maintenant, je laisse la parole à nos intervenants et s'il y a besoin de quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas, je reste là. Alors, merci, bonsoir. Donc, docteur Epin, je veux bien la slide suivante parce que on va commencer à parler stigmatisation et obésité. Et pour ça, on va juste faire un petit point sur quelques définitions. Donc, on va passer encore à la suivante. Alors, définir la stigmatisation, c'est simple et c'est compliqué, et je vais essayer de le faire de manière le plus simplifiée possible, tout en donnant le plus de substance à cette définition. La stigmatisation, c'est un processus. Ça a la conséquence de réellement rétrécir une personne qui normalement est complète et en pleine capacité d'elle-même à simplement quelques traits de caractère qui sont liés à ce qu'on appelle le stigmate, c'est-à-dire une marque particulière identifiée. Dans le cadre de l'obésité, ça va être la corpulence. Tout ça, c'est le fruit de mécanismes et de mécaniques sociales qui reposent sur la peur, principalement, d'une menace, de quelque chose d'étrange. Et c'est un phénomène de régulation sociale en général. Et donc, il va y avoir un lien avec des aspects de pouvoir. Donc, slide suivante. La première étape, c'est déjà labelliser, donner un nom. Qu'est-ce qui est la norme, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, on remonte à des choses qui ont déjà plus de 50 ans, hein, largement. En 1967, Erving Goffman avait identifié trois grandes catégories de ce qu'il avait appelé des marques déviantes. Donc, tout le discours est à remettre un petit peu dans celui de l'époque. Donc, les défaillances de caractère, ce qui va être de la marque tribale ou alors les déformations du corps. Dans le cadre de la corpulence importante, on va plutôt avoir deux traits qui sont identifiés. Hein, la stigmatisation de l'obésité, ça se rattache tant au caractère que au physique de la personne. Slide suivante. Donc, une fois qu'on a labellisé, on va attribuer au label, donc par exemple le mot obèse, on va lui attribuer des qualificatifs qui vont être réducteurs et bien souvent infondés. Donc, il y a des caractéristiques classiques qui ont été retrouvées à travers le monde. C'est bien souvent à peu près les mêmes, avec quelques variations suivant les régions. Des personnes qui sont disgracieuses, manquant de volonté, peu capables de suivre des traitements, avec une paresse. Tout ça, ce sont des qualificatifs qui sont peu glorieux. Et dans le stéréotype, on avait aussi quelque chose d'un peu plus sympathique, comme des personnes qui étaient généreuses, plutôt rigolotes, plutôt sympathiques, agréables. Mais le passage de la catégorie du stéréotype au préjugé, de ce mécanisme qui a pour but de faire une économie en fait au niveau de l'intellect. On veut aller plus vite parce que le but du stéréotype à la base, c'est d'aider à se défendre d'un danger potentiel, de quelque chose qui nous est inconnu. Donc c'est une réaction à la peur et de manière à pouvoir conserver le pouvoir d'être en sécurité. Donc, on va enlever tous les qualificatifs positif et on va se concentrer bien souvent sur ce qui est malheureusement négatif parce que c'est un mécanisme de défense. Slide suivante. Donc, voilà, on aura séparé un groupe qui aura été identifié par le label obèse et un groupe, hop, on peut revenir, un groupe qui va être identifié dans la norme. Donc la séparation, discrimination en latin, c'est la même chose. Discrimino, ça veut dire séparer. Mais il y a une évolution sémantique du terme, il y a une réécriture du mot discriminer, et on y ajoute un petit peu la notion de jugement social. Et en fait, aujourd'hui, la discrimination, elle est avec un sens de violence, à tel point qu'il y a une reconnaissance pénale dans la loi sur les discriminations. C'est un rejet. Slide suivante, si possible. Le fait de rejeter un individu, ça va le conduire à avoir aussi intégration de beaucoup de mots qui l'entourent, qui l'enchaînent en fait. Et ça va lui donner le désir de disparaître,
l'envie de se camoufler, et puis et on le voit bien dans la représentation en bas à droite, finalement on est enchaîné par les mots et on est bien seul parce qu'on a du mal à se connecter avec les autres de par toutes ces agressions externes, le vécu de la discrimination qui fait qu'on ne se sent plus réellement intégré et qu'on se sent mis à part. Slide suivante. Alors, les stéréotypes et les préjugés, ils peuvent s'exprimer de plusieurs façons. Il y en a une façon qui est dite implicite en anglais, ce serait plutôt une traduction d'inconscient en fait en français. C'est un héritage de comportement, de façon d'être, de façon de faire, de dénigrement par le regard, par le geste, par l'attitude, peut être un petit peu dans le rejet. C'est de l'ordre du milliseconde et malheureusement, c'est très difficile de travailler dessus. Et ça va conduire au fait de mal adapter, par exemple, le matériel parce qu'on va pas penser, on va pas se mettre à la place de l'autre, puis on n'aura pas forcément envie non plus parce on est dans quelque chose qui est vraiment un rejet inconscient. Et puis il y a l'aspect explicite où là, on va être réellement dans une croyance. C'est-à-dire que on a bien conscientisé que potentiellement, c'était quand même pas forcément ce qu'il fallait penser, mais on a tout un raisonnement de croyance qui nous permet de justifier et donc, on va avoir des attitudes qui vont être des mots négatifs que nombreux patients ont pu entendre, que ce soit dans leur famille, que ce soit à l'école, que ce soit auprès des soignants, que ce soit à la télé en général ou dans les médias, où là, c'est des mots qui sont lancés. Par exemple, on peut avoir des interviews à la radio où c'est encore, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gros? C'est pas forcément la manière la plus subtile et la plus respectueuse de parler d'individus qui sont en situation d'obésité. Tout ça, c'est de l'ordre d'une forme de discrimination, même si aujourd'hui, il y a du travail encore à faire pour que la conscience soit bien présente. Et ça, par contre, cette discrimination explicite, elle est accessible au raisonnement et on peut travailler avec les personnes dessus. Slide suivante. Et donc, une fois que on était dans la situation avec toutes les chaînes et tous les mots qui nous entouraient, eh bien, on se retrouve à intérioriser, c'est-à-dire à croire soi-même aux préjugés et à s'identifier soi-même par rapport à la marque qui était, donc dans le cadre de l'obésité, c'est la corpulence importante. Je vois que j'ai une corpulence importante, je m'attribue à moi-même les mots qui m'enchaînent, qui me font du mal. C'est donc un désir de correspondre à la norme qui nous pousse à nous faire violence pour se rétrécir, correspondre à quelque chose que l'on n'est pas forcément, parce que évidemment, on ne se limite pas à être gros ou à être en situation d'obésité, plutôt, mais tout ça, c'est des chaînes qui sont liées à des croyances sociales et on voit que l'intériorisation de la stigmatisation, c'est quand même quelque chose de très important en termes de santé. Les études récentes ont montré que c'était associé à une détresse psychologique, à une anxiété, une dépression, à des troubles de déconduite alimentaire. Et les principaux sentiments qui sont ressentis par les patients, c'est l'insécurité et la culpabilité. Or, et ça c'est le message clé de toute la présentation, personne ne choisit ta corpulence, personne ne choisit de devenir ou d'être obèse. Donc la culpabilité, c'est pratiquement un symptôme déjà de l'intériorisation des préjugés ou d'avoir vécu aussi une stigmatisation. La slide suivante. Une fois qu'on a intériorisé les préjugés ou parce qu'on les a vécus, on va avoir un comportement qui va s'adapter. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à anticiper les comportements négatifs des autres. Alors, est-ce que ça, c'est un problème? Bah oui, quand même, parce que quand on anticipe que quelqu'un va mal nous parler parce qu'on a une corpulence, on va vouloir se dissimuler. Donc souvent, les premiers temps, le corps est rejeté aussi, on a du mal avec, donc on se dissimule avec des vêtements amples, des couleurs ternes, des choses qui feront qu'on va pas vouloir trop être aperçu pour pas capter les remarques négatives ou les comportements plus inconscients qui sont de l'ordre du rejet, du dégoût, parce que les préjugés et la stigmatisation sont très diffus. Rappelons quand même que cette stigmatisation est la plus tolérée à travers le monde, malheureusement,
Donc, bah, c'est ça aussi, cette dissimulation qui favorise un isolement. Et cet isolement, il est tant social que familial aussi, mais par rapport aux professionnels de santé. Donc, ça empêche aussi d'avoir un recours aux soignants. Et donc, le deuxième phénomène, c'est la crainte de la divulgation. Parce que on n'a pas envie, même si on se doute ou on se dit à soi qu'on est porteur d'un stigmate, on n'a pas envie, en fait, qu'on nous le dise. On n'a pas envie d'être labellisé. C'est ça qui est très dur. C'est le fait d'avoir une étiquette qui fait diverger de la norme, qui fait encore plus amplifier le phénomène. Donc c'est très important d'en parler parce que bien souvent, le fait de parler de l'obésité est mal vécu, notamment au moment du diagnostic. Et puis, bah, faut pas oublier que les préjugés, ça se transmet. Donc, une remarque négative, eh bien, il faut 100 remarques positives pour la contrebalancer. Donc, quand on a des proches qui ont un vécu douloureux, ou que soi-même on a un vécu douloureux, ben, on n'a pas envie que ça se représente. Donc, on active tout un tas de mécanismes. Slide suivante. Alors, après une définition très sommaire du cercle qu'on a présenté au tout début, les points clés que j'aimerais que vous reteniez de ces petites définitions, c'est simplement que tout le monde a des préjugés, suivant les marques et les marques sociales, et que c'est bien difficile d'être quelqu'un qui est gris, neutre, tout blanc de colombe, et qui ne va juger personne. Et on est soi-même tous potentiellement la cible de ces préjugés. Donc, tout le monde est concerné par la stigmatisation. Pourquoi? Parce que c'est, comme je l'ai expliqué, réellement une organisation sociale qui sous-tend en fait ces mécanismes. Heureusement, aujourd'hui, on a une société qui a tendance à vouloir changer. Il y a des lois qui sont là depuis un certain temps, hein. Dans la Charte des droits de l'homme, je crois que l'article 2 stipule quand même que tout le monde a le droit de vivre un peu comme il veut. Et on a une loi sur la discrimination en France. L'intériorisation des préjugés, c'est très important parce que ça favorise, ça amplifie et ça aggrave la stigmatisation qui, elle-même, on le verra plus tard, potentiellement aggrave l'obésité. C'est considéré dans les pathologies mentales, la stigmatisation, comme une pathologie en plus, en fait. Donc, c'est absolument quelque chose d'anodin. Et ce qui est important surtout à entendre, c'est que l'on soit soignant, que l'on soit soigné, on est victime de ces regards. Les soignants ont aussi, et on le verra par la suite, des conséquences de la stigmatisation de leur activité, tout comme les personnes qui vont accéder aux soins. Alina, tu voulais un petit mot? Oui, oui, merci Antoine. Oui, oui, je voulais vous parler du coup, si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l'auto-analyse, si vous êtes professionnel de la santé, vous avez la possibilité, même quand on n'est pas professionnel de la santé, d'ailleurs, moi je l'ai fait, ce test, il y a un test d'association implicite qui a été publié par Harvard et je vous invite à aller le voir. Cela mesure en fait le degré de biais implicite qu'on a par rapport au poids. Si vous êtes professionnel de la santé et que vous voulez avoir une évaluation de ce biais chez les patients, vous avez aussi un questionnaire qui s'appelle le WBIS, qui est en anglais, mais il y a aussi une version française qui existe et que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà. Alors, je me permets une petite incise parce que je vois une question déjà dans le chat qui dit pourquoi parler de patients en situation d'obésité plutôt que de patients obésiques ou patients diabétiques, comme on peut parler de patients diabétiques. Donc, Alina, peut-être que c'est toi Bah, qui... Oui, en fait, on va en parler peut-être à un moment un peu plus donné, tard. un peu plus tard, et dans un contexte, un certain contexte du langage et de l'importance du langage qu'on choisit et qui n'est pas orienté en fait sur l'identification de la personne à sa maladie. On est beaucoup plus qu'une maladie et qu'un diagnostic. C'est pour ça qu'on n'utilise pas ou on ne devrait pas utiliser ces termes qui nous identifient à la maladie. Tout à fait. En fait, c'est réducteur.
Le fait Oui, tout à fait. d'utiliser le mot diabétique, on oublie la personne qui est derrière et on l'efface derrière ce qui était le stigmate présenté, c'est-à-dire la maladie. La slide Et, suivante, si possible. Oui, vas-y. et d'ailleurs, non, mais juste pour rajouter que des études ont été faites qui ont démontré l'effet délétère de ce type de termes en fait, sur la santé mentale euh, et le handicap. Donc les recherches ne sont pas forcément que sur l'obésité, elles sont globales sur l'ensemble des maladies chroniques et des problématiques de santé mentale. Tout à fait. Donc là, c'est un schéma qui résume. Alors, ça paraît pas très résumé, mais ça permet de prendre conscience un petit peu de toutes les interactions et de tous les niveaux, entre guillemets, de stigmatisation qui existent. Avec le message clé, hein, c'est réduire l'individu d'un label à un label ou à son stigmate et lui faire perdre le statut de personne intègre. Donc, c'est pour ça que la question tombait pas si mal. Donc vous voyez qu'il y a ce qui se passe à l'intérieur, c'est la relation à l'intérieur de la personne, la stigmatisation intériorisée, qui va bien souvent être liée à la stigmatisation vécue, c'est-à-dire que bah on n'intériorise pas pour rien, c'est-à-dire que si on a compris que ça c'était pas bien, c'est parce qu'on a bien ressenti que certaines marques étaient pas acceptées ou moins bien vues dans la société. Pourquoi? Parce que c'est une discrimination qui avait été exprimée auparavant, hein, c'est-à-dire négatif, c'est-à-dire que quelqu'un les a proférés à l'encontre de quelqu'un d'autre. Et puis tout ça, c'est sous-tendu par ce qu'on dit les institutions ou la société, c'est-à-dire que eh bien, il y a un avantage pour le plus grand nombre de mettre un peu à l'écart les personnes qui diffèrent, parce que, comme dit, peur, inconnu, étrangeté ou menace. Et on voit que à côté, il y a plusieurs niveaux d'expression de la stigmatisation. Ça peut s'exprimer d'un individu face à lui-même, entre plusieurs personnes. Donc ça, c'est une relation avec un étudiant, son professeur, un patient, un soignant. Ça peut être avec son employeur ou autre. Et puis ça peut être dans une communauté où on va avoir moins le droit de s'exprimer que d'autres communautés. Ça peut être au niveau social, dans la représentation, et puis après dans les mesures politiques ou juridiques où les choses vont s'exprimer. Donc c'est vraiment un phénomène qui est sur plusieurs niveaux, qui ne va pas se résoudre que simplement en essayant de changer la manière, par exemple, dont les soignants vont agir, parce que les soignants sont des personnes de la société, ils sont marqués comme tout à chacun par les préjugés, et c'est ça qui pose problème. Donc, on va passer à la suite. Euh, Possible. Non, tu voulais pas? J'aurais voulu en fait apporter Vas-y. un tout petit éclairage sur le côté communautaire en fait, parce que le stigmate est mieux vécu lorsqu'on trouve dans la Tout à fait. communauté un soutien. Et c'est le cas, par exemple, pour les identités sexuelles, c'est le cas pour certaines maladies, mais c'est très, très faible pour le surpoids et l'obésité. Et ça, c'est la spécificité, c'est-à-dire que nous, entre nous, on ne se considère pas comme faisant partie d'une communauté, on ne retrouve pas de la force dans le fait d'être désigné par ce stigmate-là. Tout à fait. Il y a une partie des personnes qui retrouvent ce type de ressources dans ce qu'on appelle le body positive. Voilà, donc une acceptation de cette différence de la corpulence, mais ce n'est pas généralisé. Voilà, C'est donc là, on peut c'est- passer. c'est le Oui. militantisme qui fait avancer les choses, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cet empowerment aujourd'hui du fait de cette intériorisation de la stigmatisation et qu'il n'y a pas assez de mouvements de défense il y a pas assez les gens ne sont pas assez fédérés en fait. D'accord. Donc du coup, c'est à ce moment-là où je vous invite peut-être à aller dans le chat. Et du coup, on aurait voulu avoir vos retours sur cette photo, hein, vos commentaires. Est-ce que pour vous, cette photo est stigmatisante, oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, on va lire un petit peu vos retours que vous pourrez nous faire sur le chat.
Alors, sachant que cette photo, elle a été utilisée pour illustrer un article qui parlait de la chirurgie de l'obésité comme traitement du diabète de type 2, pour situer quand même. Est-ce qu'on peut commenter l'intérêt ou l'usage de cette photo pour illustrer finalement la chirurgie de l'obésité et en traitement du diabète? Alors allez-y, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui ont répondu dans le question-réponse. Je vous invite à y aller. Alors oui, je trouve cette photo stigmatisante. Je suis choquée de voir la personne nue et non, ça sous-entend des difficultés à tourner la personne. Photo très stigmatisante. On aurait pu trouver mieux car là, les personnes semblent embêtées. Sur leur visage, le matériel n'est pas adapté. Photo stigmatisante. Tout dépend de l'objectif de la photo. Pour moi, c'est du trash, du sensationnel, mais c'est aussi une photo médicale. Cette image est malaisante. On dirait un animal dans un laboratoire, il n'y a aucune empathie, bienveillance, le corps nu n'est pas nécessaire. Cela stigmatise la femme obèse aussi. Hmm. Pas d'intérêt d'exposer le corps. Dans un article scientifique, c'est une photo médicale. Je me demande si on publierait une photo de ce type avec une personne de corpulence dite normale. Stigmatisation, 3 personnes pour la retourner, couverture non adaptée car trop petite. Donc oui, je crois que tout le monde a l'air assez d'accord pour dire que cette photo est stigmatisante. Pas de tunique adaptée, juste le drap qui n'est pas à sa taille. Le patient est dit déshumanisé, montré comme un objet. C'est stigmatisant. Ouais, donc là, on est encore sur quel est l'intérêt du matériel médical, stigmatisation car matériel non adapté, matériel non adapté, atteinte de la dignité de la personne, on a également impression de Oui, maltraitance, de manque de c'est respect, de c'est l'intimité. vraiment pour moi, c'est vraiment la conclusion. C'est une Mm. atteinte à la dignité de la personne. Mm. Merci Annick pour ce commentaire. Bon, je pense qu'on aura compris ce qui se passe voilà, sur cette photo et ce que ça renvoie en fait et de de ce que ça exprime aussi de la pensée médicale de la personne en obésité. On peut passer peut-être à la prochaine. Bah, surtout, ça montre aussi sur le schéma, on avait bien vu le social, l'institutionnel, ça montre aussi qu'il y a une prise de conscience à un niveau de communication pour essayer d'avoir un respect qui doit être mis en place et de pas véhiculer que le traitement finalement médical peut être violent, peut être dénigrant, peut manquer de dignité. Ça va pas amener les personnes à retourner vers le système de soins ou à être soignées quand on voit quelque chose comme ça ne donne pas forcément envie. Et parfois, c'est aussi l'anticipation dont on parlait avant dans la stigmatisation, c'est-à-dire on va craindre les images qu'on a reçues, et c'est aussi des images qui sont quand même moins vraies en réalité. Il y a souvent, on en parlait un peu avec Alina, ou au moins quelque chose pour couvrir, un drap où on reste un peu préservé. C'est-à-dire que si moi, personnellement, j'aurais vu cette photo-là avant d'avoir ma chirurgie bariatrique, j'aurais eu un frein supplémentaire conséquent à y aller. Alors que en réalité, je vais vous dire, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai été traitée avec énormément de dignité et on m'a même demandé quel genre de musique je voulais écouter pour me mettre dans un état de relaxation avant l'opération. C'est pour vous dire si la réalité n'est pas conforme à ce qui est dépeint là, en fait, ça dépend. C'est pas une réalité qu'on dépeint ici, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de, encore une fois, de la stigmatisation et de l'imaginaire. On passe à la suivante. Donc là, justement, on vous invite à faire la même chose. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de photo-là? Alors, cette photo, pour peut-être la remettre dans le contexte, c'était face à la gravité de l'épidémie mondiale d'obésité, le fait qu'il y avait de plus en plus de cas et qu'il y avait quand même peu de ressources actuellement à disposition.
Donc, l'idée, c'est de nous dire qu'est-ce que cette image vous réveille en vous. Est-ce que vous la trouvez stigmatisante? Est-ce qu'elle représente vraiment les, les inquiétudes de la personne? Voilà. Alors, on a déjà quelques retours. Donc, on a la personne stigmatisée de façon régulière depuis sa tendre enfance, sera souvent hantée à l'âge adulte par le poids du passé. Cette peur d'une nouvelle stigmatisation sera toujours présente, montre la détresse de la personne, obésité égale isolement, très sombre, négative. Photo hyper stéréotypée, la personne est seule, triste dans un univers gris. Le mot qui me vient est solitude. C'est intéressant de représenter une personne en situation d'obésité car peu représentée en photo. Je vois une personne seule, renfermée. Image non stigmatisante, image de souffrance. Elle évoque une solitude et le fait de ne pas être comprise et entendue par son entourage. Montre la tristesse de la personne, montre la tristesse et l'isolement de cette femme. On a beaucoup de personnes du coup qui remontent la souffrance, tristesse de Alors cette après, personne. le but de l'article était de montrer qu'il y avait effectivement une souffrance, Mm. qu'il était nécessaire de réagir. Après, bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu essayer de la mettre un peu face à la vitre, ça aurait pu mettre une perspective un peu plus lumineuse. Est-ce qu'elle doit forcément être aussi avachie? Il y a peut-être des choses à redire, mais effectivement, c'était une situation grave. On a mis quelque chose, enfin, l'image présentée était celle-ci. Du coup, l'image, elle correspondait en fait à la teneur de l'article et à ce que l'article voulait transmettre comme information. Mais encore une fois, comme j'ai vu le commentaire de Sylvie qui disait que c'était hyper stéréotypé. Oui, effectivement, là, on a l'impression que toutes les personnes qui vivent avec une obésité sont dans cet isolement, elles sont toutes seules et que ben, ça ne va absolument pas, quoi. Et Et puis, il n'y a pas de perspective. On il ne n'y a voit pas de rien perte. devant elle. C'est comme On si, voit rien c'est comme devant si elle. elle, voilà, l'avenir, la lumière, elle est derrière elle. On ne sait pas ce qu'elle regarde. Il y a quand même une source de lumière devant elle, mais on ne sait pas ce qu'elle regarde. Est-ce qu'elle regarde le mur? Est-ce qu'elle regarde à l'intérieur d'elle-même? Oui, Pour les interprétations, de toute façon, c'est de la lecture d'image. Donc, il y a forcément une projection de son propre vécu et de sa trajectoire personnelle en termes de lecture d'image. Ce qu'on sait, c'est qu'on a quand même aujourd'hui, on commence à avoir une base de données, et tu en parleras tout à l'heure, Alina, d'images qui ont été créées justement et qui sont non stigmatisantes ou jugées non stigmatisantes pour la plupart de ceux qui ont participé à créer ces images. Et on aurait besoin d'avoir un peu plus de discernement quand il s'agit d'illustrer un article pour que ce soit quelque chose d'un peu sérieux. Bon, après, il y a aussi du traitement journalistique et médiatique d'une problématique où on sait très bien que l'ancien paradigme a besoin d'évoluer et il faut actionner tous les leviers pour que tous ces acteurs, même non professionnels, puissent avoir des données de qualité. Alors, on va mettre la suivante. Alors là, ben, on va vous laisser réagir également. Je suis en train de... Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Le premier est waouh, c'est violent. Pas besoin d'avoir un enfant obèse pour parler de malbouffe. Caricatural, donc stigmatisant. Ah, cette restriction cognitive. Stigmatisant montre un enfant incapable de choisir ce qui est bon pour sa santé. C'est pire que ça. Stigmatisant parce qu'on fait croire que c'est l'enfant qui doit choisir ce qui est bon pour sa santé. Mm. Hyper Alors, stigmatisant. il est complètement orienté. Et la problématique, et c'est pas le cœur de la problématique, comme d'habitude. Exactement. Mm. Oui, on a plus. Effectivement, il y a l'association avec la malbouffe qui ressort beaucoup hein, C'est dans ça. les commentaires. Burger égale obésité. Il y a quelqu'un qui demande dans quel contexte était cette image. Mais c'était sur l'obésité infantile.
C'est comme si la personne en situation d'obésité était responsable de sa maladie par l'alimentation. Ah, s'il est gros, c'est parce qu'il mange des gâteaux. Là, ce type de... Oui, et donc que On rebat sur les préjugés. même un enfant donc, est responsable de son obésité. Mm. Et alors que tout l'incite à avoir des images de plaisir quand il y a un burger qui est mis en avant, on voit quand même très peu de pubs où les gens s'extasient en croquant dans une tomate, hein. C'est quand même plus en étant dans le burger. Les dernières images, même si on dit attention, manger, bouger, il y a toujours le ravissement avec les choses qui sont ultra transformées et autres. Donc, l'enfant est conditionné aussi à aller vers ce type d'aliments. Et aussi parce que les représentations du monde agroalimentaire montrent souvent des aliments ou des boissons qui sont prises dans le cadre de célébrations. Mais le problème, c'est qu'on ne Exactement. distingue plus vraiment finalement une alimentation quotidienne d'une alimentation qui doit rester d'exceptionnelle. Donc il y a une injonction qui est paradoxale, qui est l'injonction de la minceur dans la société, et derrière l'injonction à la consommation de produits à toute heure, qui ne sont pas forcément bons pour la santé non plus. Mais derrière, on nous fait croire que cette problématique, elle est uniquement de la responsabilité de l'individu, finalement. Et là se joue encore un jeu de pouvoir entre l'importance de la santé et l'importance de ce qui est commercialisé. Donc, les messages sont toujours connotés socialement par des jeux de pouvoir et de groupes qui s'opposent. C'est pour ça que on a ce genre de choses qui apparaissent. Mm. Avec d'un côté, on veut dénoncer la problématique, mais en même temps, on va répercuter encore des messages qui vont confirmer que, bah voilà, malbouffe, obésité, les enfants sont responsables, et c'est pas le sens, en fait, de Et dénoncer comme d'ailleurs, ça. Et, cette image, moi quand je regarde cette image, ce qui me choque, c'est surtout que, il y a deux poids, deux mesures, pour dire ainsi. Donc, d'un côté, on voit une assiette qui a été préparée, voilà, avec et le burger et les frites présentés de manière alléchante. Et d'un autre côté, on a des fruits et légumes en vrac qui ne sont pas présentés, en fait. Donc, on ne voit pas un Pokéball ou voilà, quelque chose de très joliment arrangé et qui soit attrayant, en fait, aussi aux yeux et aux papilles pour une anticipation d'alimentation plaisir et pour un choix entre deux options qui se valent. Là, les deux options ne se valent pas. C'est comme si, en fait, les légumes, bah, elles sont censées ne pas être sexy, en fait. on Alors, me demande il y si a, c'est pas de la stigmatisation voilà. médicale. Oui, c'est celui que j'allais vous lire aussi, je l'avais laissé exprès. Bah, sur la stigmatisation médicale, oui et non. C'est-à-dire que médicale, d'il y a 50 ans, parce qu'il y avait effectivement une orientation sur ce qui était régime, mais actuelle, pas du tout. C'est une ancienne, enfin, c'est une image d'Épinal, si je puis me permettre, de ce que c'était que la nutrition. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur l'alimentation réglementée, avec des régimes commandés. On est beaucoup plus dans des recommandations d'alimentation plus intuitives, plus sur les sensations, plus sur le Ça se plaisir aussi de discute, s'alimenter. Antoine. Moi, je trouve que tu es trop optimiste là, dans cette vision. C'est certainement ce qui devrait être et ce vers quoi on tend, et ça évolue beaucoup, mais ce n'est pas encore le cas pour beaucoup de professionnels de la santé qui restent toujours sur des injonctions alimentaires qui ne sont pas appropriées. Y compris dans le domaine de la nutrition, hein. Il y a beaucoup de structures qui fonctionnent sur cet ancien paradigme du bouger plus et manger moins, bien sûr. Après, c'est le devoir de chacun de s'actualiser, hein. Mais la communauté qui avance, il y a quand même des changements. Et de former. On va avancer? Voilà. Mm. Sylvie Desbras qui dit que des médecins prescrivent encore des régimes restrictifs, y compris à des enfants. Mm. Bah Ça se peut. oui. Alors, Recommandation de pédiatre, ouais, ouais. c'est le contexte de cette photo, Mm. Antoine? Le contexte de cette photo, c'était simplement sur l'obésité. C'était un article qui parlait de l'activité physique et de l'obésité. Mais les bienfaits de l'activité en règle générale et pas du sport, hein.
Alors, on n'a pas encore de retour. Il faut laisser le temps de réflexion. Solitude, c'est le premier. Ah, je trouve cette photo rayonnante. Je ne trouve pas l'image stigmatisante. Jolie photo. Et bien effectivement, on voulait terminer sur une note qui était un peu plus neutre. Mm. Bon, apparemment, c'est la meilleure que toutes celles qui viennent de passer. Pas Donc, Elia qui stigmatisante. dit, cela m'évoque l'activité physique adaptée, chaque pas est bon à prendre. Oui. Annick, pas stigmatisante, elle montre que même en situation d'obésité, on peut aller se promener et marcher dans la nature. Mm. Elle ne me C'est vrai choque qu'il y a pas. l'aspect sale qui ressort. Voilà, Mm. dommage qu'il soit seul et pas intégré à un groupe. Sinon, Mm. inspirante. Et puis de dos. Oui, ça aussi. Moi, je souscris à ça. Je ne suis pas fan aux photos de dos parce que ça implique une idée de se cacher, en fait. Sylvie qui dit Alors qu'il y oui, a Sylvie, il y des a des photos de photos. personnes grosses en activité plus significative. Mm. Oui, on en montrera tout à l'heure. Et après, dynamique, il va vers un avenir ouvert, il est léger, un pied en l'air. Jolie photo, pleine d'espoir. Mhm. Je trouve ça poétique de dos. Poétique de dos. Ah C'est oui, c'est un vrai peu. qu'esthétiquement, c'est très bien. Ouais, elle est jolie cette photo. Mm. Alors, toujours seul, pas sur toutes les photos, mais sur celles qu'on a vues depuis le début, oui, on n'a pas vu de photos de groupe ou de gens qui se réjouissent. La personne n'est pas Ok. en tenue adaptée, je fais du sport adapté, je la trouve très stigmatisante, aucune notion de plaisir. On ne sait pas. On ne sait pas, hein, il peut se promener aussi, il n'est pas obligé de courir ou de faire une activité physique dans un but particulier. Mm. Donc, il y a En tout cas, quelqu'un c'est qui la dit moins que négative. la photo de dos déshumanise la personne. Ouais, on ne voit Ou pas cette apporte de la personne. poésie. Ouais, ça Mm. marche. Toujours seul, mais il se Il dirige se vers le dirige. soleil. Bon, voilà. On avance sur la suite. Donc, on a bien illustré le traitement de l'obésité, notamment dans l'image. Médiatique. On va aborder maintenant les conséquences de la stigmatisation, après avoir défini ses contours. Et on va d'abord parler des conséquences biologiques et médicales. Et en fait, la stigmatisation est un modèle de stress biologique et donc va avoir des conséquences sur le corps de l'individu qui vit la stigmatisation. Non seulement qu'il la vit, qu'il la subit, y compris qu'il l'intériorise. Et donc, ce modèle de stress biologique va faire en fait une double peine, puisque l'obésité est déjà souvent associée et en rapport avec le stress, qu'il soit psychique ou de différentes sources, et va avoir des conséquences comme augmenter la tension artérielle de l'individu, compliquer la régulation de son taux de sucre, stimuler les hormones du stress comme le cortisol. Et ça, quand on en parle, c'est commun à toute forme de stress, avec une augmentation de l'insulinorésistance pour les personnes qui connaissent et qui ont déjà entendu ça. Et finalement, on voit que ce sont des complications de l'obésité qui existent et que l'on connaît et qui finalement sont aggravées par la stigmatisation. Donc, on a vraiment un stress à deux niveaux, hein. Déjà, l'obésité en elle-même, et puis derrière, une couche surajoutée avec la stigmatisation qui va aggraver les pathologies. Et on a des conséquences qui sont comportementales aussi. Ce qu'on connaît de la restriction cognitive pour les gens qui font le lien entre alimentation et corpulence et qui vont donc tenter de maîtriser ou de modifier leur apparence corporelle en modifiant leur alimentation et en faisant de la restriction. Donc différents troubles de conduites alimentaires. On peut avoir jusqu'à ce qui s'appelle l'hyperphagie boulimique, qui sont des crises alimentaires où on consomme des grosses quantités de nourriture sur un temps très court. Ça peut être très fréquent et souvent en lien avec le psychotraumatisme.
Et puis, un évitement de l'activité physique devant la pénibilité d'une part, mais aussi, évidemment, le rejet. Par exemple, un enfant va, qui ne va plus aller en éducation physique sportive à l'école parce qu'il est souvent classé dernier ou il se retrouve confronté à des objectifs qui sont inatteignables à cause aussi de la stigmatisation. Et puis, ça aboutit souvent à l'augmentation des consommations en calories, un choix d'aliments énergétiquement denses, mais qui sont la plupart du temps aussi rassurants. Et là, c'est la fonction émotionnelle de l'aliment qui est importante. Et puis, on sait que le stress peut être géré en se tournant vers la nourriture pour cette fonction hédonique de plaisir. Slide suivante. Slide suivante. Je ne sais pas, moi, il ne faut pas la slide changer. Ah si, c'est bon. Euh, on s'est aussi posé la question de savoir si finalement cette injonction à la maîtrise du poids, si c'était efficace. En gros, ce qu'on entendait il y a quelques années euh, régulièrement, c'était tu vas maigrir grosse vache. Donc, est-ce que des mots comme ça, est-ce que c'est un garde-fou quelque part et est-ce que ça freine cette épidémie d'obésité dans la société dont tout le monde parle? Ben, pas vraiment, parce qu'on s'est rendu compte que chez des sujets qui étaient suivis, traités, à cause de cette vision négative, de cette injonction et de cette stigmatisation, il y avait moins d'adhésion, moins de compliance, moins de perte de poids, puisque c'était l'indicateur qu'on utilisait pour évaluer l'efficacité des traitements, et y compris quand la stigmatisation vient des soignants, bien sûr. Une étude sur 6000 personnes qui ont été sujettes à une stigmatisation par le poids entre 2006 et 2010. Et pour ces individus, c'était de toute corpulence, hein, le risque relatif de devenir ou de rester en situation d'obésité était de 2,5, et ce, quelles que soient finalement les formes de discrimination. Slide suivante. Les conséquences, elles sont aussi médicales de façon générale, parce qu'on sait que les praticiens n'échappent pas à la vision de société et supposent, quand on leur parle des patients, dans un certain nombre d'études, que les personnes sont dans le déni ou dans le mensonge, qu'ils ne sont pas compliants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas suivre les recommandations que le médecin leur fait pour leur santé, qui sont difficiles à motiver, passifs, et qui manquent de motivation, de compliance. Donc, ce sont des choses qui reviennent régulièrement sur les enquêtes et souvent qu'ils ont des objectifs de perte de poids qui ne sont pas réalistes. Mais on parle aussi de grossophobie médicale, mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. Est-ce que, Alina, tu veux nous dire un commentaire sur ça? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a constaté que les patients, et tout IMC confondu, donc on ne parle pas des patients qui sont en surpoids ou en obésité, mais tous les patients ont généralement ce biais par rapport aux soignants qui sont, eux, en surpoids ou en obésité. Donc, on leur fait moins confiance, on les considère moins dignes de confiance. On va avoir du mal à être adhérent aux conseils qu'ils prodiguent, donc on ne va pas suivre les recommandations et même changer de médecin, c'est-à-dire chercher à avoir un interlocuteur qui ne soit pas en surpoids ou en obésité. Et en contrepartie de ça, je voudrais parler je pense qu'on est quand même assez nombreux aussi, quand on est en surpoids ou en obésité, non pas de privilégier les soignants qui sont en surpoids ou en obésité, mais au moins penser que ces personnes vont mieux comprendre ce que l'on vit et que donc on peut leur faire confiance et que même ils ne vont pas nous prodiguer des conseils inadaptés et qu'ils vont être moins stigmatisants. Donc à contrario de ce qui est affirmé ici. Malheureusement, l'opinion générale déconsidère les professionnels de la santé qui sont en surpoids. Slide suivante. Et le problème, c'est que cette vision qui est de l'obésité en particulier, elle concerne aussi, par association, tout un tas de corollaires de cette médecine aussi de l'obésité, et notamment dans le soin et vis-à-vis soit du traitement médicamenteux, soit de la chirurgie. Par exemple, les décisions d'accès d'une personne à une chirurgie bariatrique
en traitement, en recours en traitement de l'obésité vont être critiqués par l'entourage qui vont dire bah, c'est la solution de facilité, tu n'avais qu'à manger moins, bouger plus, c'est trop facile. Et en ignorant toutes les trajectoires de nombreuses personnes qui ont de véritables carrières de régime et de restrictions, qui font ça depuis 15 ans ou 20 ans et qui ont enchaîné les régimes permis de maigrir, Montignac, Fricaire, etc. Et on continue de penser que ces personnes n'ont pas de volonté. Et c'est ce qui fait aussi que certaines ne vont pas révéler à leur entourage qu'elles ont eu une chirurgie bariatrique, par exemple. Donc il y a un sentiment de honte, d'embarras, et puis il y a aussi des hésitations, tout simplement, à choisir cette filière qui aujourd'hui fait largement partie des recommandations dans la prise en charge de l'obésité en France par la HAS. Et le risque, c'est aussi parfois d'avoir une fuite en avant. C'est-à-dire que quand la décision est prise, comme elle est prise avec un sentiment finalement de faillite personnelle, de n'avoir pas su gérer soi-même son appétit, sa corpulence, etc. Souvent, c'est bon, bah, je décide de me faire opérer et puis qu'on m'en parle plus après. Et derrière, le risque aussi, c'est que on ait moins de suivi parce qu'il faut rappeler que l'obésité est une maladie chronique et qu'une personne a été opérée d'une obésité ou qu'elle soit traitée médicalement, même si sa corpulence a changé, toutes les problématiques ne sont pas réglées et ça questionne en fait sur le droit à l'oubli de quelqu'un qui va vouloir oublier la période où il ou elle a été en surpoids. Slide suivante. On a aussi un effet sur les soignants et peut-être qu'Antoine, tu peux nous parler de cette étude que tu as mise en place pour ta thèse. Donc, du coup, j'avais réalisé une étude sur 1812 étudiants en médecine, donc des internes en fait. Ils ont validé leur diplôme théorique et ils sont dans l'internat, donc au contact des patients. C'est eux qui bossent beaucoup dans les hôpitaux. Et il y en a 1665 qui ont répondu à l'intégralité du questionnaire. La chose qui est importante, c'est que c'est ce qui les concerne eux en tant que professionnels de santé. Donc, on voit que eux-mêmes sont 43,5% à avoir vécu une stigmatisation liée à leur poids, alors que l'IMC moyen, donc l'indice de masse corporelle que tout le monde connaît quand même à peu près, de 22,7, ça classe dans le standard entre 18 et 25. C'est une population qui est même légèrement inférieure en termes d'IMC que la population générale. Et on voit qu'il y en a 50,5% qui ont une stigmatisation intériorisée. C'est-à-dire que les croyances pures, toxiques, en fait, entre guillemets, qu'on peut avoir par rapport à la corpulence, sont déjà plus d'un sur deux à les avoir dans la tête. Et ça a des conséquences sur leur santé. Du fait de leur poids, ils sont 25% à souhaiter changer drastiquement de poids, 25% à se dire anxieux en raison de leur poids, 20% à se dire déprimés en raison de leur poids, 22% à dire avoir un problème, 22% avoir un problème avec leur poids, 9 ne se sentent pas eux-mêmes en raison de leur corpulence, et 7,2% estiment leur valeur personnelle par rapport à leur poids, donc ça montre bien à quel point ça peut avoir de l'importance aussi. Et là, c'est le chiffre le plus tragique, 6,8% se haïssent. Donc, ces chiffres sont quand même assez marquants. Et on voit aussi que chez les soignants, sur un autre questionnaire, on avait identifié 46,8% qui exprimaient finalement des propos stigmatisants envers la représentation d'une personne obèse. Donc, c'est quelque chose qui est assez marquant parce que ça montre bien le double impact, c'est-à-dire que les soignants peuvent être stigmatisants, mais ils peuvent aussi le ressentir, et ça montre bien que c'est quelque chose qui est assez global. Quelle était la part de personnes en surpoids et en situation d'obésité? C'était une part classique par rapport à la représentation était classique par rapport à la société. Donc, on avait au moins 40% de personnes qui étaient en surpoids ou en obésité. Euh, Donc, il y a du Annick coup, qui demande, pardon, il y a Annick qui demande si on peut avoir Ouais. la référence de ton étude. la référence de mon étude, elle existe en tant que thèse à la faculté de médecine de Nancy et normalement, il devrait y Ok. avoir plus par la suite, mais
faut le temps de rédiger Il faut les chercher thèse articles. de Dr Antoine Epin, Nancy. Je pense qu'on peut peut-être le trouver sur les Ouais. données, sur Google, enfin sur les moteurs de recherche. Slide Et donc, suivante. Non? ouais, ça, j'y montre, ouais, c'est ça. Ou tu allais dire autre chose, Antoine? Bah non, 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 mais c'était vraiment le point crucial, c'était de montrer que sur une population médicale, on est sur une population qui représente bien la société et que les médecins ne sont que des membres d'une société, de la société comme les autres en fait, et qui sont tout à fait perméables, comme les patients, aux remarques. Donc c'est le fait de soulager le langage, d'améliorer les choses, ce sera bon tant pour les patients que pour les soignants. Ce qui va devenir Slide suivante. paradoxal, puisque on est censé être soignant et que les personnes sont censées pouvoir se tourner vers le milieu de la santé pour envisager des soins. Donc on est le premier milieu, théoriquement, à devoir modifier notre façon de penser pour pouvoir mettre en contact finalement les soignants avec les personnes qui ont besoin de soins. Et pour compléter ce que tu dis, là où c'est le plus paradoxal, c'est que dans les études internationales sur la question, on se rend compte que ce sont les professionnels les plus auprès des situations les plus complexes qui ont une intériorisation la plus élevée en général de la stigmatisation. Donc, il y a réellement tout un travail à faire pour améliorer l'environnement, que ce soit pour les soignants ou pour les patients, sur la question des préjugés et de l'obésité. Donc, du coup, slide suivante. Donc c'est une conclusion intermédiaire, c'est de dire que la stigmatisation sur ce qu'on a déjà abordé engendre, aggrave et perpétue l'obésité et ses complications. Donc on est vraiment sur une, une agression supplémentaire quand l'obésité est constituée. Et ce que posait la question que posait tout à l'heure Elia Prévost était de savoir si la stigmatisation n'était pas une des complications, une des premières complications de l'obésité. On peut le penser et on peut le réfléchir dans ce sens-là, en tout cas pour y être sensibilisé. Maintenant, on va parler des conséquences de la stigmatisation sur l'individu et on repasse la parole à Alina Slide avec la suivante. slide suivante. S'il vous plaît. Voilà, donc là, nous avons effectivement un ensemble de pensées qui sont du coup intériorisées et qui deviennent des convictions et en fait qui vont déconstruire la personne. Pour moi, il s'agit de déconstruction. Évidemment, c'est une autre construction, mais c'est une construction qui est délétère à la santé et au bien-être de la personne et évidemment à l'expression de son plein potentiel dans la vie. Donc ça, mais le problème, c'est que c'est vraiment inévitable à un moment donné et que c'est très dur pour les personnes de sortir de ce carcan comme tu disais Antoine tout à l'heure, de cet enchaînement dans lequel on est placé par la stigmatisation qu'on subit. Donc je suis gros, c'est quelque chose qui est généralement vu comme péjoratif. Je dois maigrir, c'est une injonction qu'on s'impose à soi parce que sinon, on a un sentiment d'inadéquation par rapport aux autres, par rapport à la société et par rapport aux valeurs morales. Donc, on se sent en fait en inadéquation par rapport à tout le monde dans lequel on évolue. Je suis incapable de perdre du poids. Évidemment, c'est aussi un problème lié en fait peut-être à la répétition de nos efforts et au constat de reprise de poids, en fait, et on s'imagine que c'est de notre faute, alors qu'en réalité, c'est un problème médical. Voilà, je n'ai pas de volonté, alors qu'en réalité, on fait preuve d'énormément de volonté, mais encore une fois, on est éloigné de ce qui se passe euh, dans, dans, dans la vraie vie et on n'est pas conscient de ce qu'on fait et de tout ce qu'on a accompli. Donc, du coup, on tire des conclusions comme je suis nulle.
Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique évidemment que on ne va pas oser s'auto-affirmer, on ne va pas oser aller poursuivre des études, à se sentir bien dans sa peau ou alors à être dans des relations d'égal à égal avec les autres, y compris dans sa famille ou dans son couple. Donc, ça a des retentissements euh, dans absolument tous les domaines de la vie, que ce soit le travail, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, que ce soit affectivement. Euh, Ouais. c'est On en parle dramatique, quoi. quand on a peur. Voilà. Ben, on y Et arrive. puis, et puis en en ce qui concerne le volet médical, évidemment, bah, on ne consulte pas, ou alors on consulte avec une angoisse accrue et on ne s'attend pas à ce qu'on soit aidé, ou on décroche du soin parce qu'on en a ras-le-bol des injonctions et du fait de nous reprocher notre poids. Et puis, même quand on nous aide, on a l'impression que c'est fait de la mauvaise façon et donc on renonce, on renonce. On dit foutu pour foutu et puis on retombe dans un mode de fonctionnement qui est délétère pour notre santé, en pensant qu'en fait on est positif et qu'on s'assume et qu'on s'accepte. Mais c'est encore une fois un autre effet pervers de la stigmatisation internalisée. Et évidemment qu'on sait tous quoi faire, mais voilà. Il y a un constat d'échec général quand on subit la stigmatisation. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc on parle de tout ça. On a énormément d'effets qui sont, on les voit bien sur l'illustration qui est présentée. Donc on évite les consultations médicales. On prend d'ailleurs moins rendez-vous en gynécologie. On a plus de comportements à risque en santé. euh, et donc, ça engendre évidemment aussi, et surtout, et d'abord en premier lieu, l'augmentation des troubles du comportement alimentaire, parce qu'on sait très bien que l'injonction de perdre du poids et l'injonction de contrôler son alimentation va mener à une perte de contrôle. Et puis, on évite de pratiquer de l'activité physique, évidemment aussi, parce que ça devient de plus en plus dur. Et puis, il y a le regard des autres qui ne nous permet pas d'avoir du plaisir à soutenir cette activité. Donc, au-delà des retentissements physiques sur la santé des personnes, il y a ce problème de blocage mental et psychologique. Et puis, évidemment, ça joue sur la confiance en soi et on a un haut degré d'insatisfaction par rapport à notre image corporelle. Et quand on est insatisfait de soi, on souffre beaucoup plus de problématiques et de dépression et d'anxiété, donc de santé mentale. Et pour culminer avec des effets dramatiques comme des idées ou même du passage à l'acte suicidaire. Tout ça, ça fait partie d'un tout. Tout le monde n'est pas affecté de la même manière. Je pense que ça vaut le coup de le dire, c'est-à-dire que nous ne voulons pas dresser Et un, heureusement, heureusement, évidemment. Et puis tout le monde n'est pas au même endroit hein, dans son évolution, mais on parle enfin, de tout ce qui peut arriver à diverses personnes. Et puis certaines sont combinées et d'autres pas. D'autres personnes ont fait beaucoup de travail sur soi et notamment avec de la psychothérapie, c'est possible de renverser la tendance. Et encore heureusement. Mais c'est pas si évident. Au niveau populationnel, c'est pas vraiment ce qui se passe. Je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, concernant les enfants, il s'agit d'une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, puisqu'elles sont en train de se construire. Donc, la stigmatisation chez l'enfant, elle peut avoir lieu au sein de la famille, malheureusement. C'est l'endroit premier où on peut subir
euh, de la stigmatisation et aussi évidemment à l'école et en santé. Et plus on est jeune, plus l'impact est important et surtout c'est à long terme. C'est-à-dire que lorsqu'on intériorise ce stigmate à un âge jeune, ça va être très 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 difficile euh, de renverser la tendance et de s'en libérer. Et ça, c'est résistant, c'est-à-dire que même si on travaille dessus, on sera tout le temps en train de négocier avec soi-même, on sera toujours dans des allers-retours en étant adulte à lutter contre cette stigmatisation interne, parce qu'on est en période de construction identitaire. Donc voilà, on a des risques très importants d'harcèlement scolaire et même d'isolement et de précarisation en fait de la santé mentale des enfants. Euh, Ce qui peut être enfin, un rôle important est joué sur le volet santé du médecin scolaire et du médecin généraliste qui pourrait aider, mais ce n'est pas forcément aujourd'hui le cas parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Petite précision, chez les enfants, on sait que tous les facteurs psychosociaux liés à l'ensemble des stigmatisations qui peuvent exister favorisent aussi l'obésité. C'est-à-dire que on soit issu de l'immigration, qu'on ait eu des parents qui aient vécu des problèmes avec l'obésité, qu'on ait eu des problèmes par rapport à un oncle qui a eu le VIH ou des choses comme ça, parce qu'il y a eu une grande époque et on peut un peu aussi aborder ce versant-là, c'est que le VIH a été l'élément déclencheur de la recherche sur la stigmatisation. Et on s'est rendu compte à quel point il y avait des ramifications partout sur la qualité de vie, sur l'accès aux soins, sur les relations familiales, sur la manière d'être traité dans la société en règle générale. Et du coup, c'est comme ça que les études se sont montées. Et effectivement, on se rend bien compte que la stigmatisation, la pensée sociale va conditionner même les rapports individuels avec l'instituteur qui va inconsciemment avoir un regard plus favorable pour un autre enfant. Et l'effet Pygmalion existe dans l'éducation, c'est-à-dire que si on vous regarde avec un œil tendre, c'est quand même beaucoup plus motivant pour avoir des bons résultats que si on vous regarde avec un peu de réticence. Ça Mm. va être la même chose au niveau de la santé, on va vous juger tout de suite malade ou autre. Donc, faut bien prendre conscience que le problème de la stigmatisation est vraiment sur l'ensemble des critères, c'est avoir une attitude plus bienveillante qu'autre chose qui permet de se détacher de tout ce risque, parce que, en tout cas, pour l'obésité chez l'enfant, on sait que le vécu de la stigmatisation en général va aggraver le risque d'avoir une obésité. Donc, c'était juste la petite note Oui, pour dire que c'est et puis au niveau du développement en fait de ces enfants, euh, le fait de les stigmatiser va engendrer une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que de penser d'eux qu'ils sont paresseux, qu'ils sont nuls, qui sont responsables de leur poids, et puis surtout quand on leur accorde moins d'attention, moins de considération, qu'on les écoute moins, qu'on les prend moins en considération, quoi. Tout simplement. Évidemment que ces enfants vont apprendre à le fait qu'ils ne correspondent pas aux normes de la société, qui ne correspondront jamais, qui ne sont pas assez, et que donc ça ne sert à rien de faire des efforts. Et donc, leur potentiel est entamé dès le plus jeune âge. Et de toute façon, la construction des stéréotypes et des préjugés se fait avant l'âge de 3 ans. On va jusqu'à 6 pour en avoir près de 80%, mais les attitudes négatives, c'est déjà, même avant l'école, qu'on les voit. Tout ce qui est implicite, ça se construit très très tôt. Donc c'est important de vraiment mettre une ambiance bienveillante vis-à-vis des différents corps et des différences en général, de prôner l'inclusion
c'est réellement important pour les enfants. Oui, bah, c'est le mot-clé, l'inclusion, c'est-à-dire que, et puis la diversité des formes corporelles, c'est quelque chose qui peut s'enseigner. C'est même au-delà de l'idée d'empathie. Parce que l'idée d'empathie, ça implique que, en fait, on met quand même de côté des personnes qui sont différentes. Mais d'enseigner aux enfants que toutes les formes de corps sont dans la nature, comme les fleurs, c'est-à-dire de ramener les choses à la nature et non pas à une différenciation identitaire, oui, ça serait la solution. En tout cas, sur les dernières recommandations aux États-Unis par rapport aux enfants, il est bien plus recommandé d'avoir une éducation psycho-émotionnelle que de donner des conseils et des régimes. Voilà, c'est la petite note positive. Yes. On Slide peut passer suivante à la suite? peut-être? Oui. Eh ben là, du coup, c'était pour parler un petit peu de ce qui était systémique. On en a déjà plutôt bien parlé, mais on va voir la problématique du matériel médical en règle générale, qui n'est pas initialement adapté du premier coup. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont été faites par les associations et on les en remercie là-dessus, où on voit le geste du praticien qui va dire oh là là, c'est pas le bon. Voilà, il y a tous les comportements qui ont avec le matériel qui est pas forcément adapté. On va avoir les chaises qui ont systématiquement des accoudoirs et les accoudoirs, ça peut poser franchement problème pour pouvoir se mobiliser ou se mettre simplement dans la chaise. On va même pas parler des sièges d'avion pour lesquels il faut en payer deux parce que c'est quand même assez outrageant. Alors, Mais on retrouve ça sur plein d'autres choses, c'est-à-dire les amphithéâtres, les lieux d'études. C'est très compliqué de continuer ses études parce qu'il faut pouvoir encore s'asseoir. Les strapontins, c'est quand même pas ce qui est le plus agréable en termes d'assises. On retrouve ça aussi, par exemple, sur les endroits où sont mis les consultations. Parfois, c'est vraiment très loin de l'entrée de l'hôpital. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de chaise pour pouvoir se reposer. Il y a tout un système qui n'est pas pensé pour les corpulences importantes. Il y a des lieux qui sont censés accueillir des personnes pour des soins et en fait, on ne peut même pas passer à deux personnes l'une à côté de l'autre. Donc, il y a toute une réflexion beaucoup plus globale à avoir sur l'environnement. Parce que si on a un environnement aujourd'hui qui est obésogène, qui va inciter à consommer, qui va inciter à mettre des messages, on dit qu'on a plus de 200 messages par jour pour nous inciter à manger. En revanche, on n'a pas 200 messages par jour pour inciter à la tolérance de la diversité corporelle, à l'inclusivité. Et on ne va pas avoir, il y a encore beaucoup de villes où il y a des trottoirs qui sont assez hauts, où les gens qui ont des difficultés de mobilité vont ne pas pouvoir aller. On parlera pas des toilettes, hein, qui sont pas toujours très adaptées. J'en passe, Alina, si tu as des idées pour relancer, Ah oui, non, n'hésite pas, mais mais je pense que la liste, elle est très, très, très longue. Et en fait, oui, effectivement, les toilettes, il y a des endroits où on ne peut pas y aller, point. Et puis, par exemple, l'espacement des passages pour aller dans le métro. On ne peut passer dans certains endroits que de côté, pas de face, hein, et même pas. Donc, oui, c'est en fait ce que la société n'a pas encore compris, c'est que les personnes en situation d'obésité ne sont pas une catégorie à part, quelque part dans un coin. On passe de devenir un tiers de la population et en très forte obésité, voilà, on va être, on est sur un pourcentage quand même assez conséquent. Et on est 3,5 millions en France à avoir un IMC de plus de 35. Donc, et que ça se passe dans toutes les situations de vie, pas uniquement dans le médical.
La grosse difficulté qu'on rencontre aussi dans le médical par exemple, les soins dentaires, c'est une catastrophe parce que c'est pas que les dentistes ne veulent pas forcément s'équiper, c'est qu'il n'y a pas non plus de commercialisation facile de fauteuils dentaires pour pouvoir se mettre. On a le cas de l'IRM aussi qui est cité, bah, tout à fait, mais il n'y a pas de développement en fait de cylindres qui sont assez importants. Donc la médecine fait aussi avec ce que l'ingénierie permet et fournit. Et à l'heure actuelle, on a ces difficultés-là. C'est-à-dire que les concepteurs, les ingénieurs ne font pas de mobilier qui va être adapté ou ergonomique pour les corpulences importantes. Et passons à la suite. Euh, ouais. Antoine, bon, Donc, c'est des choses qui ont déjà été un peu dites, mais si tu veux repréciser deux, trois choses. ouais, alors bah, du coup, effectivement, bon, ça, c'est encore des choses qui ont déjà été dites au siècle dernier, hein, mais comme quoi les choses évoluent vite. Euh, le message clé, c'est quand même que l'obésité, c'est un vrai facteur descendant en termes d'échelle sociale. C'est réellement un indice de précarité important. Aujourd'hui, on pourrait même l'identifier pratiquement dès la naissance. On sait que quand on se marie avec une personne qui va avoir bah, une obésité, on va être plus sur une descente en termes de revenus que si on avait pris une personne de même corpulence, si on est fin. Quand c'est deux personnes qui sont en situation d'obésité, c'est entre guillemets la double peine. Donc il y a vraiment un levier descendant de l'obésité qui aujourd'hui ne trouve pas de réponse euh, de par beaucoup de problèmes, hein, mais la situation du cadre par rapport à l'ouvrier euh, n'est pas la même face à l'obésité. Donc il y a quand même une nécessité pécuniaire pour lutter contre tout ça. Et on sait que le risque est du simple au double. Quand on est ouvrier, enfin, par rapport à un cadre, il y a deux fois plus de risque d'être touché par une obésité. Donc, il y a un gradient qui va être économique dans l'obésité. Il y a un gradient aussi qui va être en termes de géographie, hein. On est quand même plus facilement en situation d'obésité à Lille ou à Strasbourg que dans le sud-ouest, parce que bah, c'est pareil, c'est aussi des territoires qui sont plus touchés par la pauvreté. Comme on disait, l'ascension professionnelle est limitée, mais ça, c'est lié aussi à la difficulté d'accès aux études, comme on en a déjà parlé. Et puis, bah, les salaires sont aussi disparates. Et faut pas oublier une chose, c'est que il y a aussi un ratio sexuel, enfin de genre au niveau de l'obésité. Il y a quand même plus de femmes hein, qui sont touchées. Et les femmes ont aussi une situation qui est moins enviable que les hommes dans la société. Donc il y a des intersections qui se font aussi. Oui, donc en fait, Euh, c'est un cercle vicieux entre les deux. Comme Tout on à a dit fait. dans l'encadré, la pauvreté induit l'obésité induit de la pauvreté. On ne Et sait si plus on passe à, qui est l'œuf de la poule. si on passe à la slide suivante, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas souvent mesuré et malheureusement, ben, enfin, en fait, ça rajoute à cette double peine, c'est même double triple hein, si on veut, parce qu'en général, dans les études économiques, ce qu'on va mesurer, c'est le coût que engendre l'obésité, c'est-à-dire ce que ça coûte à la sécurité sociale, ce que ça coûte par rapport aux entreprises, mais on ne mesure pas le coût, le surcoût de la vie pour ces personnes. Donc non seulement elles peuvent faire moins d'études, elles gagnent moins bien leur vie, mais en plus elles doivent, si elles veulent prendre soin d'elles-mêmes et donc se traiter et avoir accès aux soins, elles doivent payer de leur poche des coûts qui ne sont pas couverts. Donc, euh, et ça vient évidemment de la non-reconnaissance de la maladie de l'obésité. Parce que, en ce qui concerne la santé et la qualité de vie, on sait très bien que les
volets de traitement non médicamenteux et qui sont qui est la stratégie thérapeutique recommandée aujourd'hui en premier, bah, ne sont pas remboursés. Le suivi psychologique ne l'est pas, la diététique ne l'est pas. Enfin, le suivi psychologique, parfois, à l'hôpital, mais très rarement. Et puis, l'activité physique, adaptée ou pas, non plus. Euh, et puis, nous avons tous les coûts des compléments vitaminiques, certains examens en chirurgie bariatrique qui ne sont pas couverts non plus. Et puis, je voulais vous parler aussi de la surcharge du budget alimentaire, qui est par rapport au choix dit santé, donc d'alimentation riche en nutriments, mais aussi quand il y a des TCA, quantitativement. Et puis, comme nous sommes sujets aux addictions par l'effet de la stigmatisation, ben, il y a ça aussi. Et les troubles des conduites alimentaires et donc l'absence de leur prise en charge aussi est un volet important et qui est complètement passé sous silence. Et ça aussi, ça nous coûte. Et en ce qui concerne la vie sociale, ben là aussi, on pourrait en parler en fait longtemps des surcoûts pour les habits grande taille. Mm. Déjà parce que on les use plus de par nos retentissements fonctionnels physiques, mais aussi parce que ce qu'on propose, c'est soit tout ou rien, c'est-à-dire soit des habits qui sont de très mauvaise qualité dans la distribution, dans la grande distribution prêt-à-porter, ou alors des habits qui sont de qualité mais qui sont hors de prix. Et voilà. Et encore une fois, des habits qui ne sont pas adaptés pour l'activité physique et pour nos besoins spécifiques quand on est en obésité, respirant. Pareil pour les cosmétiques, on a besoin d'acheter des cosmétiques pour le soin de la peau, mais aussi pour compenser en fait ce sentiment d'inadéquation et d'insatisfaction corporelle. Voilà, on peut investir un peu plus dans les produits de beauté, de maquillage, et c'est pas négligeable. En fait, tout ça, je l'ai rempli par rapport à mes propres points de surcoût. Euh, Malheureusement, aujourd'hui, dans mon ménage à moi, le surcoût mensuel moyen est de 1 000 euros. C'est vraiment beaucoup, quoi. Euh, En ce qui concerne voilà, le marché de la perte de poids, on sait très bien que c'est un gouffre financier. On pense qu'on ne peut pas aller se faire soigner auprès des professionnels de la santé, mais pensons à combien les personnes sont tentées de par le marketing vraiment agressif, à investir dans ces produits et aliments à visée amincissante, ou alors dans les applications diverses qui promettent de soigner et de nous faire transformer du jour au lendemain pour arriver à perdre du poids. Voilà, donc la conclusion, c'est qu'un patient qui essaye des stratégies thérapeutiques, il le fait à ses propres dépens. Et il y a une étude très intéressante que je vous ai citée là en bas et qui évalue ces coûts que je vous invite à aller voir. Nous pouvons passer à la suite. Juste, Alina, tu as une petite question, quelqu'un qui veut en savoir un petit peu plus sur les surcoûts de la culture. Je pense que tu penses peut-être au théâtre, au cinéma. Oui, c'est ça. Le problème, c'est, encore une fois, là aussi, c'est double peine. C'est soit on n'y va plus, parce qu'on ne peut pas s'asseoir dans des fauteuils vétustes, même s'ils sont jolis en velours rouge, bah, les accoudoirs nous empêchent de nous asseoir, ou alors nous devons payer une double place au cinéma, vous savez, dans les salles Ice, où on a le droit d'y aller en couple. Il y a des banquettes qui sont plus larges mais ça a un surcoût. Il faut acheter 2 billets. Voilà, pour la culture. Merci. Celle-là, on peut peut-être la passer. Enfin, on On la avait déjà dit passe. quelque Mm. chose, hein. Passe, oui. Non, mais Ah, il faut en parler un tout petit peu. ah, Parlez-en juste de la partie, revenez 2 secondes, au moins pour les fonds alloués et puis, enfin voilà quoi, le fait que c'est oui. mal considéré. Je pense que ça a le mérite d'être dit.
On va juste rappeler les propos de personnes qui ont un peu plus les reins pour le dire. Il y a Karine Clément, qui est une grande chercheuse dans le domaine, qui a demandé à ce qu'il y ait un investissement qui est conséquent sur la recherche en règle générale, que ce soit le fonctionnement du tissu adipeux ou de l'obésité en règle générale et des conséquences, mais aussi sur la stigmatisation et autres, et qu'il est nécessaire d'investir dans la recherche pour mieux accompagner, mieux comprendre les choses, et puis à former les professionnels, que ce soit des diététiciennes, des enseignants en activité physique adaptée, des psychologues, des médecins nutritionnistes aussi, des psychiatres, tous ceux qui peuvent contribuer, les kinés, qui peuvent contribuer aux soins, de manière à avoir un entourage le plus adapté, le plus large possible pour les patients. Euh, Parce que on a un réel besoin d'investissement en fait dans la médecine de l'obésité en règle générale. On va peut-être aller par Oui, et puis la au sujet suite. de la stigmatisation, il faut investir dans la formation pour sortir de ce paradigme Oui, de la responsabilité du poids. C'est-à-dire que le poids est contrôlable et que les personnes sont responsables de leur poids parce qu'elles peuvent le contrôler. Non, il faut... si on connaît la médecine de l'obésité, on ne peut plus le penser. tout à fait. La suivante. Mais en fait, ce dont je vais parler, moi, c'est surtout pour apporter des suggestions de ce qui pourrait être fait dans tous les domaines pour ne pas finir sur une note négative, juste de dresser un- un tableau qui est extrêmement négatif. Oui, le tableau est négatif, mais il y a des choses qui se font, il y a des évolutions qui sont en place, qui arrivent et surtout des choses qu'on pourra faire par la suite. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement médical, qui est un des piliers hein, non, de la déstigmatisation, c'est surtout de décentraliser le soin de l'objectif de contrôle du poids, comme je disais tout à l'heure. Donc, et c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut ne pas euh, euh, avoir cette injonction de perte de poids ou alors que les objectifs concernant la perte de poids soient co-décidés avec la personne et soient réalisables et axer surtout l'accompagnement sur les bénéfices en santé. Et ça passe par le fait de le déculpabiliser et donc d'adresser cette problématique de la stigmatisation internalisée dont on n'a pas arrêté de parler. C'est la clé de voûte en fait du soin, c'est d'adresser cette problématique de la stigmatisation internalisée, d'informer sur le caractère chronique de la maladie de l'obésité et de privilégier d'abord le bien-être psychologique et émotionnel des patients et non pas des résultats, ne pas avoir cette notion de succès ou d'échec de la prise en charge par rapport à un objectif pondéral. Et puis, le projet de soins, évidemment, ça ne peut pas avoir lieu s'il n'est pas co-construit avec la personne et si la personne n'est pas dans l'alliance thérapeutique avec ses soignants. Et puis, l'entourage est extrêmement important aussi, et donc les professionnels de la santé peuvent adresser cette problématique et doivent, en fait, pour mieux comprendre en fait, sa propre attitude par rapport au patient. On peut passer à la suite. Donc, en ce qui concerne le savoir-être en consultation, bon, je vous recommande d'aller regarder la méthode canadienne dite des 5A. Elle est vraiment très, très intéressante. Elle existe en français, donc profitons-en. Euh, et je pense que le plus important et vraiment fondamental, c'est d'avoir un regard neutre, ce qu'on appelle un regard neutre, donc pas orienté, encore une fois, à perte de poids, qui soit bienveillant et ne pas donner trop d'importance à ne pas confondre déjà le poids avec l'obésité, parce que le poids est un symptôme de l'obésité, mais pas toute la maladie. Et la manière dont on peut introduire ce sujet doit être euh, de, de manière ouverte, c'est-à-dire de manière à faire parler le patient lui-même de sa situation s'il en ressent le besoin et s'il en a envie à un certain moment. Donc, et puis, c'est là que j'allais vous parler un peu du langage. C'est important, en fait,
de se mettre d'accord avec le patient sur les mots qui sont à employer. Euh, enfin, pour moi, c'est important d'éviter le terme obèse parce que, en fait, ça réduit la personne à un diagnostic, ça réduit la personne à une étiquette qui est d'ordre du stigmate corporel, surtout pour l'obésité. En fait, quand on dit obèse, on sait très bien que c'est pas par rapport à une caractéristique physique qu'on voit de manière positive. C'est tellement stigmatisant que la plupart des personnes le ressentent vraiment comme une blessure. Et donc, on doit en tenir compte. Donc, on peut privilégier l'expression personne en obésité, personne en situation d'obésité, personne en surpoids. Et ensuite, voilà, par rapport à comment on pèse les personnes, tout doit être empreint en fait de respect et de neutralité et de ne pas mettre les personnes à mal par rapport à leur insatisfaction corporelle et par rapport à leur stigmatisation internalisée. Et ne pas mettre l'accent sur le fait que le surpoids est vraiment la clé de voûte de tout soin. Ah oui, mais si vous avez mal au dos et si vous avez un mal de tête, si demain vous devez vous faire opérer du genou, c'est que le surpoids qui vous empêche d'y arriver. Il faut mettre l'accent sur l'ensemble des facteurs potentiels qui aggravent une situation de santé. On peut passer à la suite. Donc là, ce sont des pistes d'action collective pour, encore une fois, dans le domaine médical. Donc, il y a des chartes de bonnes pratiques auxquelles les établissements de santé et les professionnels libéraux peuvent adhérer. Ça, c'est une initiative qui a été prise par les centres spécialisés en obésité régionaux. Et on peut aussi faire des enquêtes, comme ça a été le cas à Colmar, justement. Euh, Rudy, peut-être que tu vas nous en parler deux secondes de ça. Donc, enquêter sur les préjugés en vue d'analyser leur évolution, de recenser les problèmes et par la suite les améliorer. Ça, c'est très important au regard de la stigmatisation systémique, logistique, par exemple, du matériel. Et organiser des événements, ça va aider à attirer l'attention sur la problématique et à en parler, à libérer la parole et à rendre visible l'obésité en tant que maladie chronique. C'est extrêmement important. Et c'est important aussi de s'associer avec les acteurs mobilisés comme les associations de patients locales. Donc, aucun événement organisé par le corps médical ne devrait se faire sans la participation des partenaires associatifs locaux de patients. Et puis, effectivement, s'appuyer fondamentalement sur les associations en tant que relais d'aide aux personnes en obésité, parce que nous sommes une ressource euh, dont il faut profiter. Rudy, tu voulais parler 2 secondes de l'étude? On ne t'entend pas. Il faut que tu mettes le micro. Juste un mot, oui, c'est une toute petite étude qu'on a fait à l'échelle de notre établissement, mais qui a un intérêt, déjà, c'est de parler d'obésité dans l'établissement, de parler des stéréotypes et des préjugés. Et puis, non seulement on en parle quand on fait l'étude, mais on en parle aussi quand on parle des résultats, où on propose aux personnes qui ont été interrogées d'avoir un accès lors d'une réunion aux résultats de l'étude. Donc, ça regroupe en fait plusieurs objectifs, qui est d'organiser des événements au sein d'un établissement et justement de pouvoir aller aborder des conversations ou des sujets qui ne sont pas forcément dans l'idée de tout le monde, au point que, par exemple, la médecine du travail de l'établissement nous a demandé de mettre en place une filière particulière autour des problématiques de poids des agents de l'établissement. Donc voilà, tout ce qu'on fait, en fait, à tout niveau, va dans le bon sens à partir du moment où on éclaire tout ça de nos connaissances et qu'on va à l'inverse de tous les stéréotypes et de tous les préjugés. Oui, et je voulais vraiment aussi insister sur le fait que la communauté médicale qui est spécialisée en obésité, ça se cristallise effectivement comme une communauté qui est de notre côté, des patients, des personnes qui vivent avec une obésité, et je salue vraiment ces initiatives comme étant fondamentales. Le corps médical qui s'empare du sujet de la stigmatisation peut vraiment
changer la mentalité globale et au niveau du grand public. Et en passant à Il y a la une slide chose que suivante, j'aimerais juste préciser, oui, juste une petite précision, c'est que le nombre de médecins qui sont formés, en fait, enfin, le pourcentage de médecins qui sont formés au cours de toutes leurs années d'études, plus de 6 mois dans un service de nutrition, et c'est même pas obésité, hein, ça peut être dénutrition aussi, il y en a même pas 3% des étudiants en médecine qui sont formés plus de 6 mois sur la thématique de la nutrition. Donc, c'est vraiment très, très peu. C'est vraiment très peu incorporé aussi dans les parcours. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Il y a vraiment une carence de formation. oui. Donc 3% d'un côté et d'un autre côté, on est sur 17% de population en obésité. Hein, vous voyez un peu l'écart. On passe à la suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, c'était pour donner un peu une radiographie de ce qui peut être fait au niveau systémique, donc, et surtout au niveau des politiques publiques en santé. Tout d'abord et en premier lieu, et ce qui est vraiment pour moi une priorité, c'est de reconnaître l'obésité en tant que maladie chronique par les pouvoirs publics. Parce que, en fait, ça va et en fait, de mettre au même niveau l'obésité que d'autres maladies chroniques. Ça va contribuer à déstigmatiser et donc à éduquer la population sur le fait qu'on n'est pas responsable de son état. Ça passe encore une fois par la formation. Donc ça, Antoine, tu viens de le dire, donc je ne vais pas en reparler, mais pas que pour les médecins, mais aussi pour les professions paramédicales et pour les enseignants en activité physique adaptée et même en allant plus large à la sensibilisation des enseignants en activité physique confondus, tout confondu. Ensuite, au niveau des politiques publiques, toutes les politiques publiques en santé doivent prendre en considération cette souffrance de la stigmatisation liée au poids. Par exemple, lors du plan national nutrition santé ou par tous les programmes à visée de marketing social. Et ça serait pas mal qu'il y ait aussi des programmes et des campagnes de prévention et promotion à la santé spécifiques à l'obésité et qui soient toutes orientées sur la responsabilité collective et la santé environnementale. Donc, au lieu de tout le temps adresser des messages aux personnes, c'est surtout de créer l'environnement non obésogène dans lequel nous tous, nous pouvons évoluer et surtout les personnes avec un surpoids et une obésité. Encore une fois, je reviens à la généralisation du langage centré sur la personne parce que, bon, il y a d'un côté les professionnels de la santé, on a toujours ce réflexe d'aller trop vite sur les personnes obèses ou les obèses, mais n'empêche que c'est délétère. Et surtout, pour les médias, c'est quand même pas mal euh, qu'ils arrivent à intégrer cette évolution de langage pour pouvoir transmettre les bons messages qui sont plus stigmatisants, tout simplement. Et ça va de pair avec la promotion des représentations corporelles dans les médias. Donc, on a en fait, au niveau des associations, et comme je disais, des sociétés savantes médicales ou de recherche et même de chirurgie, ils peuvent aller dans ce sens de sensibilisation des journalistes quand ils sont sollicités. On est tous sollicités hein, par les médias, donc on peut à chaque fois en parler et les rediriger par exemple vers les banques d'images non stigmatisantes. Il y en a quelques-unes. La plus connue est celle du premier lien que vous voyez, qui est celle créée par l'Association des patients européens, ECPOmédia, voilà. Mais la deuxième, sur Obesity Canada, les Canadiens aussi sont très forts là-dedans. Ils ont fait une très belle euh, banque d'images. Ils ont aussi répertorié tous les autres banques d'images du continent américain. Il y en a quelques-unes. Donc, vous pouvez aller sur ces liens et les recommander à votre tour si vous êtes sollicité par les médias. On peut passer à la suivante. Donc, pour finir,
Pour finir, en fait, je pense que nous avons les moyens tout de même, donc c'est un message d'espoir, et puis il y en a pas mal d'entre nous, j'ose espérer, qui ont fait un certain travail de prise de recul et de résilience par rapport à l'obésité et à son retentissement sur sa propre vie. Euh, c'est surtout de prôner l'auto-affirmation bienveillante, ce que moi j'appelle l'auto-affirmation bienveillante, c'est-à-dire de prendre sa place dans le monde et de se considérer égal aux autres et de le faire à travers l'auto-soin, c'est-à-dire en prendre soin de soi, c'est s'auto-témoigner de l'amour, c'est pas simplement une auto-acceptation malgré un stigmate, malgré un problème moral, c'est simplement comprendre qu'on n'est pas responsable et qu'on n'est pas moralement défaillant et que donc on a le droit d'exister comme tout le monde. Donc, ça passe par le fait de prendre conscience de la stigmatisation internalisée. C'est essentiel de comprendre qu'on a tous intégré des injonctions qui ne sont pas naturelles et qui ne devraient pas l'être. Et puis, apprendre plus sur la maladie, c'est faisable, c'est important. Donc, on peut accéder à des ressources comme les synthèses des travaux de la Haute Autorité de Santé qui ont été récemment publiées ou alors en allant sur des sources d'informations fiables, comme le site de la Ligue nationale contre l'obésité, où on a aussi des informations. Et ça fait partie en fait de comment débloquer euh, nos pensées et comment se donner l'autorisation et le pouvoir de changer notre propre vie pour le mieux. Et évidemment, ensuite, dans le domaine de la santé, il y a tout un tas de choses à faire. D'abord, c'est de se considérer au centre de son projet de santé et de choisir des professionnels, d'en ne pas subir euh, ce qui se passe, malgré les conditions qui peuvent être difficiles, comme on avait dit, par rapport au manque de formation et de ressources et de temps, tout ça, et même de ressources, c'est de choisir des professionnels de la santé qui sont en adéquation avec nos propres besoins. Et puis, à chaque fois, si nous sommes sensibilisés à la stigmatisation, bah, de transmettre ce savoir à nos interlocuteurs médicaux et puis de demander simplement d'être son propre avocat, comme je le dis, c'est de demander une prise en charge respectueuse de notre dignité et centrée sur nous, sur notre personne, c'est-à-dire de ne pas accepter des solutions qui s'appliquent à tous ou des idées générales, mais de dire, voilà, c'est ça mon histoire, c'est comme ça que mon obésité est arrivée, voilà les causes. Maintenant, on va discuter de ce qui est approprié, de ce qui est bon pour moi. Et puis, voilà, discuter des objectifs atteignables concernant une éventuelle perte de poids et comprendre que le poids, ce n'est pas la maladie, c'est qu'un symptôme et qu'en fait, on peut agir sur plusieurs volets pour l'obésité. Et extrêmement important. Ça, c'est un point vraiment sur lequel je voudrais transmettre aux personnes euh, l'idée que maigrir par soi-même et en faisant appel éventuellement à des accompagnements qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas des professionnels de la santé reconnus par un diplôme d'État, c'est mauvais pour la santé. Ça ne va pas marcher et c'est voué à l'échec. Euh, c'est vraiment parce qu'on ne peut pas confondre l'amaigrissement et toutes les approches qui sont commerciales aux soins. Ce n'est pas du soin. Ensuite, il y a ces deux derniers volets sur lesquels on peut agir, qui sont d'abord les premiers leviers de traitement, d'autotraitement et de traitement de l'obésité. C'est de privilégier une relation apaisée à l'alimentation qui ne hiérarchise pas les aliments, qui n'en diabolise pas, et de privilégier une activité physique plaisir parce que si ça ne nous fait pas plaisir de bouger, nous n'allons pas pouvoir maintenir les choses dans le temps et puis surtout, ça n'aura pas un très bon effet sur notre corps et sur notre esprit. Donc ça, avec ça, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais dire aux personnes qui sont atteintes de surpoids et d'obésité. Et je vous remercie pour votre attention. D'ailleurs, 2 petites secondes, regardez l'image à côté.
Mm. Donc, ce sont deux personnes. Donc, déjà, on voit un garçon de face. Il a le droit de rire. Il a le droit d'être vu. Et puis, il n'est pas tout seul. Et puis, il est en train d'être dehors, peut-être en milieu d'une balade. Mais dans tous les cas, ça montre une image non stigmatisante et d'une personne en obésité. Merci Alina. C'était aussi un commentaire qu'on avait sur cette photo qui était superbe dans les commentaires. Alors, on a quand même pas mal passé le délai, mais si vous avez quand même des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde, n'hésitez pas. Moi, je voulais proposer une réponse. Bon, Alina a déjà partiellement répondu à la question de Hugo Fontaine, qui dit concernant Mm. l'accompagnement, comment lutter contre les coachs nutrition, pseudo-nutritionnistes, etc. Alors, en France, l'appellation de nutritionniste, elle n'est pas du tout défendue, malgré des tentatives qui ont eu lieu il y a quelques années de députés qui ont voulu que ce soit uniquement des personnes diplômées. Ça n'est pas passé comme ça. Donc, n'importe qui peut s'improviser nutritionniste à partir du moment où il donne des conseils en nutrition à n'importe qui. Donc, on a cette problématique-là. Euh, donc, il faudrait déjà réguler l'usage de l'appellation, donc revenir à la charge et relancer le débat, d'une part. Et puis, le fait de continuer de communiquer sur ce que c'est que le poids, tout simplement. Je trouve, moi, je vois beaucoup de patients aujourd'hui qui arrivent en consultation et qui évitent justement tout ce qui est régime ou conseils farfelus parce qu'il y a un niveau de littératie dans le domaine et de connaissances qui évolue parce que de plus en plus, on entend que les régimes restrictifs ne sont pas, et tout ce qu'il y a comme marketing qu'on connaît, hein, comme complément, minceur, etc., ne sont pas la solution à la maladie obésité. Donc, petit à Et petit, ça puis, évolue. On aimerait bien que les pouvoirs publics s'en saisissent, quoi. et puis pitié, il faut essayer d'éviter d'écouter tout ce qui est apithérapeute et coach sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui demandent en plus à être payés derrière et alors qu'une loi aurait pu les interdire, il y a eu une volonté de ne pas intervenir en ce sens pour que ce soit seulement les professionnels de santé qui puissent donner des conseils en santé. Donc il faudra peut-être voir dans le temps à venir si ça repasse ou pas, mais voilà, en ce qui concerne les problèmes de vidéos qui vont inciter à la bigorexie ou à des comportements qui sont pas appropriés, aujourd'hui on n'a pas eu le recours légal, donc peut-être que ça reviendra, il faut l'espérer. Oui, après, bon, ce qui est problématique, c'est qu'en fait, on a tout un tas, une profusion en fait soi-disant enfin, de coachs qui Mm. parlent de nutrition et d'alimentation santé et dans le cadre de développement personnel, y compris commercial, c'est-à-dire comment devenir la meilleure version de vous-même. Et en fait, on extrapole tout ça sur l'obésité. Donc, non seulement, parce qu'on parle de perte de poids comme étant un des volets sur lesquels on peut arriver à être une meilleure version de soi-même. Donc, en fait, on confond le poids et on confond aussi les personnes qui se retrouvent en insatisfaction corporelle par rapport à leur euh, aspect esthétique avec la maladie obésité, qui est une maladie chronique. Mais comme personne n'est au courant que c'est une maladie chronique, eh ben, il y a cette confusion qui est perpétrée. On a eu une remarque par rapport au diagnostic, pourquoi elle se base que sur le poids. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'IMC pour diagnostiquer l'obésité, mais les récentes recommandations de la HAS on décrit un phénotypage beaucoup plus fin que ça. Donc, ça évolue quand même et j'espère que tout le monde sera au courant le plus vite possible. Ok. Alors, J'avais est-ce que peut-être une tu... question aussi, Alina, sur la fin. La dernière question par rapport à ce que dit Alina, le poids n'est que maladie. Mais c'est ça, c'était ça, je Celle-là? parlais en fait, le diagnostic, c'était C'était ça. ça. Mm. Donc c'est OK. Peut-être dire un mot aussi sur la stigmatisation. On a créé une association euh, multi-composite avec différents corps de métier, diététiciens, médecins, psychologues, patients experts, partenaires, sociologues, chirurgiens, chercheurs, autour de la stigmatisation qui Journaliste. s'appelle Stéréo.
dont l'objectif est d'aller en fait explorer les conséquences de la stigmatisation, notamment mener une réflexion dans le domaine, est aussi force de proposition et d'accompagnement de personnes, structures vis-à-vis de l'obésité et sous cet angle d'éviter les stéréotypes et d'avoir un bon positionnement de tout ce qui est autour de l'obésité, mais tout le corollaire dont on a parlé qui est aussi sujet à la stigmatisation. Donc, cette association a des statuts qui ont été déposés il y a quelques mois et dont on va avoir prochainement une page Internet pour pouvoir communiquer. Donc, restez à l'écoute concernant Stéréo, association autour de la stigmatisation de l'obésité, dont Alina et Antoine font partie, bien sûr. Et beaucoup d'autres, oui, oui, je pense qu'on est une belle petite communauté de personnes engagées à être dans cet assaut. Je voulais, parce qu'on a omis de parler de l'éducation thérapeutique du patient comme outil anti-stigmatisation. Pour moi, le lien est évident et j'aimerais bien le dire. Ce sont des programmes où une équipe pluridisciplinaire va aider les patients à devenir autonomes dans la gestion de leur maladie chronique. Et ça passe par le biais d'une écoute active et bienveillante de la part des professionnels de santé et par ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire donner le pouvoir au patient de devenir acteur central de sa prise en charge médicale. Voilà, donc pour l'obésité, c'est extrêmement important en tant que patient de regarder si autour de soi, il y a des programmes d'éducation thérapeutique et ça peut être une des portes d'entrée dans le soin les meilleures. Et il existe des sites qui répertorient dans les régions les programmes d'éducation thérapeutique et je vais mentionner celui de la Nouvelle-Aquitaine, ça s'appelle Etna. Donc, vous pouvez y aller et regarder ce qui se passe autour de vous dans ce domaine. Super. Bon, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour vos questions et merci aussi à nos intervenants pour la qualité de cette intervention et de ces échanges. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions durant le webinaire, d'avoir pu aussi permettre aux personnes de s'exprimer parce que c'est vraiment un sujet, je pense, où c'est important. Donc, merci à ceux qui sont connectés et ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Et on se voit très vite pour certains. Demain, il y a le dernier webinaire, Sexualité et obésité, où vous pouvez venir. Il y aura aussi c'est une très belle thématique et il y aura aussi de l'échange. Donc, je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et, euh, et Le signe haut pour la journée mondiale de l'obésité. Voilà, la semaine est en cours et on est tous heureux de pouvoir fêter avec ces webinaires de la Ligue contre l'obésité en espérant vous avoir apporté des informations. merci Merci Marion. beaucoup. Merci.